Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Notre invité du jour est Benjamin Louvet, directeur de gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Et avec Benjamin, nous allons parler de l'or, le métal jaune, ses perspectives. Mais avant, petit rappel rituel pour nous soutenir. Eh bien, c'est très simple. Abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Ça soutient le référencement et ça fait plaisir. Benjamin, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, les cours de l'or se tiennent plutôt bien. Au deuxième trimestre, le prix de l'or s'est élevé en moyenne à 1976 $ l'once. Et ça, c'est un record. Le précédent datait du troisième trimestre 2020. Alors, cette fermeté des cours de l'or interroge, parce que on est tout de même dans un environnement de taux, et on l'a répété souvent quand vous êtes venus, un environnement de taux qui est déterminant pour le comportement de l'or. Or, aujourd'hui, cet environnement de taux, il n'est pas vraiment favorable puisque les taux ont remonté et l'inflation a reculé. On a des taux de la Réserve fédérale au-dessus de 5%, on a une inflation qui en juillet aux États-Unis est retombée à 3,2%, donc on a des taux d'intérêt réels qui pèsent. Alors on nous dit, oui, bon, les Fed Funds, c'est une chose, mais il faut regarder les taux longs. Bah oui, mais du côté des taux longs américains, le 5 ans, le 10 ans sont au-dessus de 4%. Donc on a bien, normalement, une sorte de poids qui devrait lester la performance de l'or, or celui-ci résiste. D'où ma question. Est-ce que nous sommes face à une anomalie de marché qui va se résoudre d'elle-même, se résorber d'elle-même dans les semaines qui viennent, ou est-ce que le marché de l'or nous envoie un signal que, en tant qu'investisseurs, nous devons prendre en compte? Alors, le marché de l'or est un marché qui est pas si simple que ça. Donc, effectivement, la règle de base, c'est qu'il y a un lien direct entre l'intérêt pour l'or et le niveau des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt nominaux fixés par les banques, moins l'inflation. C'est la règle de base, mais l'or, c'est aussi un actif qui est considéré par beaucoup d'investisseurs comme refuge, et donc qui va pouvoir retrouver de l'intérêt auprès des investisseurs en fonction de situations de marché. Et aujourd'hui, on est un peu à une croisée des chemins entre cette problématique de taux réels qui devrait plutôt justifier des cours de l'or plus bas, et puis un certain nombre de risques qui pointent le bout de leur nez et qui font qu'un certain nombre d'acteurs investisseurs sont inquiets. Alors parmi ces risques, bien évidemment, il y a la situation géopolitique qui reste très compliquée. Et dans un contexte comme celui-là, vous avez un certain nombre d'investisseurs qui ne sont pas prêts à lâcher leur or et qui préfèrent le garder comme une réserve de valeur. La deuxième chose, c'est que l'or a une propriété particulière, c'est que c'est un actif qui est considéré comme ayant de la valeur et qui ne peut pas faire faillite. Et donc dans un monde aujourd'hui où effectivement les taux réels remontent, mais pas que pour des bonnes raisons, on va peut-être y revenir, un certain nombre d'acteurs voient une valeur dans l'or, dans le fait qu'il ne peut pas faire faillite. Dit autrement, ils commencent à avoir des craintes sur les classes d'actifs plus traditionnelles, et notamment les obligations, en voyant le niveau d'endettement des États qui augmente énormément. Et en fait, on arrive à une situation un peu particulière qui est assez rare, mais où on peut se retrouver avec des taux d'intérêt qui remontent et le cours de l'or qui remonte en même temps. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt peuvent remonter parce que les besoins en financement sont tellement énormes que les investisseurs demandent plus de rémunération et parce qu'eux aussi ils sont inquiets sur le potentiel de remboursement et donc ils demandent plus de rémunération. Et dans ce cas-là, les inquiétudes font que les taux d'intérêt montent, mais qu'en même temps, l'or peut monter. Et puis il y a un troisième point, je pense, qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les opinions sur l'évolution à venir de l'inflation sont très divergentes. Pourquoi ? Parce que un certain nombre d'acteurs pointent le fait qu'on a une évolution démographique qui va peut-être avoir des pressions déflationnistes, qu'on a aujourd'hui une Chine qui tarde à repartir et qui crée des pressions déflationnistes. Et puis de l'autre côté, on a des transitions absolument majeures à réaliser sur le plan numérique, mais surtout sur le plan énergétique, qui font qu'on va devoir totalement repenser notre système. Et ça peut être générateur d'inflation, parce qu'on le voit bien, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas prêt, d'où les prises de décision par les États-Unis de l'Inflation Reduction Act au début de l'année, de la décision cet été de la Commission européenne d'implémenter le Net Zero Industry Act pour réindustrialiser l'Europe et le Critical Raw Materials Act pour essayer de sécuriser notre approvisionnement en métaux.
Donc tout ça amène beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des prix. Et donc un certain nombre d'acteurs ne sont pas prêts à lâcher leur or et préfèrent rester investis, même si effectivement on observe, si on regarde l'évolution des taux d'intérêt réels et de l'or, historiquement, les deux sont très liés depuis plusieurs années, très anti-corrélés en fait, puisque c'est quand les taux d'intérêt montent que l'or baisse et vice-versa. Et effectivement, on observe une vraie décorrélation en ce moment entre ces deux marchés, qui est assez inhabituelle, mais qui peut s'expliquer par tous ces facteurs exogènes. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que un certain nombre d'investisseurs anticipent une persistance des tensions inflationnistes et donc un resserrement des taux d'intérêt réels. Oui, il y a une partie des investisseurs qui anticipent ça. Il faut aussi dire une chose, Vincent, c'est qu'on est maintenant beaucoup plus proche de la fin du cycle de resserrement monétaire, certains pensent même qu'il est déjà fini, que du début. Et donc au moment où le plein effet de la remontée des taux nominaux des banques centrales va se faire sentir, ce qui commence à se voir sur l'immobilier, sur l'activité. On a même vu les chiffres du chômage aux États-Unis qui commençaient à marquer le pas. Le chômage qui commençait à remonter aux C'est l'emploi qui marque un peu le pas. Voilà, c'est l'emploi qui marque un peu le pas, merci. Et donc tout ça peut amener les banques centrales à être obligées de rebaisser les taux, ce qui est pour l'instant le scénario privilégié par le marché. Et donc à ce moment-là, naturellement, on doit avoir les taux d'intérêt réels rebaissés. Donc un certain nombre d'acteurs font ce pari aujourd'hui et préfèrent rester positionnés sur l'or. Vous avez dit à un moment donné, Benjamin, les taux d'intérêt réels ont monté, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Dans toutes les raisons que vous avez citées, moi je ne vois que de bonnes raisons. Quand je dis pas de bonnes raisons, je vais prendre un exemple, c'est qu'on voit bien aujourd'hui les difficultés qu'a la France au moment où elle est en train de préparer son projet de loi de finances pour boucler son budget. Quand on voit le déficit budgétaire attendu pour la France, on a aujourd'hui des États qui sont extrêmement endettés et comme je le disais, on a devant nous en plus d'énormes chantiers de transformation qui risquent d'obliger l'État à participer à ces chantiers et donc à s'endetter probablement encore plus. Là, pour le coup, pour des bonnes raisons, puisqu'il s'agit de construire notre système énergétique à venir. Mais donc, on arrive aujourd'hui dans une situation où, compte tenu des excès du passé, compte tenu de la crise financière de 2008 et de ce qui a suivi, compte tenu de la crise du Covid, compte tenu de la crise énergétique qu'on a connue avec l'Ukraine, eh bien, les niveaux d'endettement des États deviennent quand même considérables. On a un endettement aux États-Unis qui frôle les 120% du PIB. On a un endettement en France qui est à 120% du PIB. Le montant, la charge de la dette pour les États, si on prend l'exemple des États-Unis, a explosé ces dernières années. Et aujourd'hui, le remboursement de la dette est le deuxième poste de dépense pour les États-Unis. Et à horizon 2030, il pourrait même devenir le premier poste. Donc, on a clairement un certain nombre d'inquiétudes qui commencent à se poser sur la capacité des États à maintenir ce niveau d'endettement avec les niveaux de taux qu'on a actuellement, sans que ça pose un problème économique plus grave. Et puis le fait qu'on passe d'un monde unipolaire à un monde beaucoup plus multipolaire, même s'il n'a jamais tout à fait cessé de l'être multipolaire. Mais en tout cas, l'hégémon américain est remis en question par un certain nombre d'États, et on a des achats par des banques centrales assez conséquents d'or. Sur le premier semestre, on a atteint un record, il me semble, 2023. Ouais, sur le premier semestre 2023, les achats par les banques centrales d'or ont été au pinacle. Alors c'est un record pour un premier trimestre. On avait déjà fait mieux, mais c'était un record pour un premier trimestre. Pour un premier semestre aussi. Et pour un premier semestre aussi. Même si, alors je me doute que vous allez le préciser parce que vous êtes dans la nuance, même si on a constaté une décélération des achats par les banques centrales au deuxième trimestre. Oui, on a constaté une décélération, mais qui était essentiellement liée à deux acteurs. La Turquie d'une part, qui est dans une situation monétaire compliquée, donc qui a vendu une grosse partie de son or, et puis le Kazakhstan qui a annoncé vouloir réduire son allocation à l'or, et donc qui a fait des ventes. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la Turquie, sur la fin du deuxième trimestre, est repassée à l'achat sur l'or, et que le Kazakhstan est quasiment arrivé au bout de son programme de vente, donc il ne devrait plus avoir beaucoup d'impact sur ce marché. Et les autres banques centrales, elles sont plutôt à l'achat, et notamment, il faut bien le préciser, la Chine, qui maintenant doit en être à 8 ou 9 mois consécutifs. 9 mois consécutifs d'achat d'or, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment revenus dans un programme d'achat régulier d'or. Et ça, c'est un événement qui est extrêmement important. À côté de ça, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il n'y a pas que des banques
centrales de pays émergents qui achètent de l'or. Il y a également des banques centrales de pays plus développés. Alors on a à Hong Kong, on a la Pologne également qui a lancé un gros programme, qui avait déjà acheté 100 tonnes d'or dans les années passées et qui avait annoncé vouloir en acheter 100 de plus. Ils sont en train d'acheter de l'or. Donc on a un grand nombre de banques centrales qui achètent de l'or. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est pourquoi elles achètent de l'or. J'allais vous poser la question, est-ce que c'est ce mouvement de dédollarisation dont on parle tant qui est à l'œuvre au travers de ces achats d'or? Alors pour certaines banques centrales, peut-être. Pour certaines banques centrales des pays émergents notamment. Pour la Chine, pour l'Inde. Probable. L'Inde qui a augmenté ses réserves d'or de 40% en 5 ans. Oui, tout à fait. La Russie également achète de l'or. Donc ces pays-là, effectivement, on peut penser que c'est lié à cette volonté de dédollariser le système. D'autant qu'on voit effectivement sur la Chine, par exemple, des ventes d'obligations américaines. Donc on peut y voir un lien. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge les banques centrales, tous les ans, on a peut-être déjà eu l'occasion d'en parler, il y a un organisme qui s'appelle le World Gold Council, le Conseil mondial de l'or, qui organise un sondage auprès des banques centrales. Ils interrogent entre 50 et 60 banques centrales à travers le monde et ils leur demandent un petit peu ce qu'ils comptent faire autour de l'or. Et cette année, le sondage qui a été publié montre que 24% des banques centrales interrogées, je crois qu'il y en avait 57, essentiellement dans les pays émergents, une bonne douzaine dans les pays développés. 24% de ces banques centrales indiquent vouloir augmenter leur allocation à l'or. Donc c'est déjà un premier signe intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est que c'était 25% l'année d'avant. Donc on est relativement stable. 3% des banques indiquaient vouloir réduire leur allocation. On les a vus, c'était le Kazakhstan et la Turquie probablement. Et le mouvement arrive à son terme. Voilà, et le mouvement arrive à son terme. Quand on leur demande pourquoi, parce que ça fait aussi partie du sondage, pourquoi elles veulent acheter de l'or, il y a 3 raisons principales qui sont évoquées. La première, c'est que les banques centrales considèrent que l'or est un actif sans risque de contrepartie. Dit autrement, les banques centrales valident le fait que l'or n'est la dette de personne et donc ne risque pas de faire faillite. Donc c'est important quand même dans un monde comme aujourd'hui qu'une banque centrale dise une chose pareille. Oui, ça met en exergue la défiance vis-à-vis des hauts niveaux d'endettement des États qui sont traditionnellement les actifs dans lesquels ils investissent. Le deuxième élément important, c'est qu'ils indiquent que les taux d'intérêt, ils veulent acheter de l'or parce que pour eux, les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Et là, je trouve que c'est vraiment un facteur majeur parce que faut pas oublier que ce sont les banques centrales qui déterminent les taux d'intérêt. Et donc, quand les banques centrales vous disent que les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps, je pense qu'on aurait tort de ne pas les écouter. Voilà. D'où cette résilience des cours de l'or, sans doute, constatée aujourd'hui. Exactement. Oui, les banques centrales, encore une fois, ça fait un petit moment qu'elles sont rentrées dans un programme d'achat. Juste pour rappel, jusque dans les années 2000, elles vendaient grosso modo 400 à 500 tonnes d'or par an sur un marché total de 4500 tonnes. Donc, ce n'était pas négligeable. Et puis, à partir du début des années 2000, le cours de l'or a beaucoup progressé. Les banques centrales des pays développés ont arrêté progressivement de vendre leur or. Les 2 dernières à l'avoir fait, c'était la Banque de France et la Banque centrale d'Angleterre. Et puis, progressivement, les banques centrales des pays émergents, elles, qui se sont retrouvées avec des réserves parce qu'elles développaient leur économie, ont commencé à se diversifier sur l'or et donc ont commencé à acheter de l'or. Donc, on est passé d'une situation au début des années 2000 où les banques centrales vendaient 400 à 500 tonnes d'or par an à une situation au début des années 2010 où elles en achetaient 400 à 500 tonnes par an. Donc, ça fait un switch quand même de 1000 tonnes sur un marché de 4500 tonnes. On a connu l'apogée aux alentours des années 2018 avec des achats qui dépassaient les 600 tonnes d'or, avant de connaître un 2018-2019, avant de connaître un recul en 2020, parce que si au début de l'année, elles ont poursuivi leur programme d'achat, il y a eu le Covid, et que là, les banques centrales avaient un peu d'autres chats à fouetter, donc elles ont suspendu leur programme d'achat, mais courant 2021, elles ont commencé à revenir, donc 2021 n'a pas été une grosse année, et 2022, elles ont acheté 1137 tonnes d'or, ce qui était un plus haut en termes d'achat d'or par les banques centrales depuis 1967, c'est-à-dire avant même la fin des accords de Bretton Woods. Donc c'était extrêmement signifiant, et cette tendance se poursuit depuis le début de l'année, notamment au premier semestre, avec les chiffres que vous avez donnés. Alors on a parlé des banques centrales, qui sont des acteurs majeurs de ce marché de l'or, dont l'influence est croissante, mais revenons à la Chine. On a constaté aussi une progression des importations chinoises d'or avec la fin des contrôles de la politique zéro Covid. On a eu au premier semestre 2023 plus 792
tonnes d'or, enfin 792 tonnes d'or importées par la Chine. Ça veut dire que là encore, on a un facteur de soutien additionnel qui peut durer un petit peu? Oui, il semble qu'il y ait un vrai intérêt des Chinois pour l'or. Et puis, il ne faut pas oublier dans ce que vous mentionnez, Vincent, qu'il y a un élément complémentaire qui est très important, c'est que la Chine est un gros producteur d'or également, hein. Aujourd'hui, elle produit, je crois, c'est le plus gros producteur avec un peu plus de 12% de la production mondiale. Et la loi chinoise stipule que l'or qui est produit en Chine doit rester en Chine. Donc ça veut dire que ces 792 tonnes d'or viennent s'ajouter à l'or produit dans le pays. Donc ça devient vraiment un acteur majeur et il y a aujourd'hui clairement une tendance depuis des années. Il y a même eu pendant une période des spots à la télévision qui incitaient les gens à épargner dans l'or. Donc il y a vraiment un intérêt de la part de la population chinoise pour l'or qui constitue clairement un facteur de soutien pour le cours du métal jaune. Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui que cette fermeté, cette résilience des cours de l'or s'effrite? Alors il y a deux choses. La première, c'est une problématique géopolitique, ça serait que le monde se calme. Ça n'a pas l'air forcément très bien embarqué, mais typiquement, si on avait une résolution rapide du conflit en Ukraine, on pourrait éventuellement voir une prime de risque, je dirais, qui est contenue dans le prix de l'or, disparaître, et l'or corrigé de quelques pourcents, voire d'une dizaine de pourcents. C'est ça la prime de risque géopolitique, c'est 10%. C'est-à-dire qu'après, il y a d'autres problématiques géopolitiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a notamment l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, qui est un autre problème. Il y a la menace de Taïwan également. Donc, il y a d'autres sujets. Donc, ça ne serait pas toute la prime de risque. Et puis, le deuxième sujet, c'est un sujet plus économique. C'est-à-dire que si on avait demain un niveau de croissance au niveau mondial, et notamment dans les économies développées, suffisant pour pouvoir soutenir des taux d'intérêt élevés et des taux d'intérêt réels élevés, et bien là, sans que ça pose de problème au gouvernement pour rembourser justement cette dette, et bien là, on pourrait se retrouver dans une situation où l'intérêt pour l'or pourrait rapidement diminuer. Aujourd'hui, c'est malheureusement pas l'hypothèse la plus probable. Quelles sont les perspectives donc que vous voyez pour le métal jaune? Nous, en termes de prix, bien évidemment, chez Ophi Invest AM, on a toujours eu la même opinion et on reste sur la même direction. L'élément qui compte le plus pour nous, ce sont les taux d'intérêt réels. Et pour nous, on arrive un peu au bout du cycle de resserrement. Et donc, on devrait commencer à avoir les taux d'intérêt réels atteindre un plafond. Plafond qui, en plus, est renforcé, si j'ose dire, par le fait que, par l'endettement, la question de l'endettement que j'évoquais, et qui fait que de toute façon, les banques centrales ne pourront pas continuer à pousser tellement les taux d'intérêt réels sans risque de mettre les États dans une situation extrêmement délicate. Donc ça, c'est vraiment le point central qui nous fait penser que le cours de l'or devrait continuer à progresser dans les mois à venir. Et puis la deuxième chose, c'est que je ne suis pas, à titre personnel, convaincu que la Réserve fédérale américaine arrivera forcément à aller chercher les derniers dixièmes de pourcent, voire pourcents d'inflation, qui pour moi sont liés à des problématiques plus structurelles, qu'on a déjà évoquées, qui sont liées à la problématique de transition énergétique, à l'augmentation du coût de l'énergie, à l'augmentation du coût des métaux, qui n'est pas avéré cette année parce qu'on a une Chine qui a redémarré moins fort que prévu et qui a fonctionné essentiellement avec ses stocks, mais qui devrait s'avérer dans le temps. Et donc, on a un risque d'inflation soutenue et potentiellement, il y a même des membres de la Fed qui ont rappelé que la courbe d'inflation qu'on était en train de connaître ressemblait énormément à la courbe d'inflation qu'on avait connue dans les années 60-70, avec un premier pic, une rebaisse de l'inflation avant de repartir à la hausse. C'est Larry Summers, je crois, qui avait posté ça sur les réseaux sociaux en expliquant que ça justifiait leur prudence. Et donc, je pense que c'est un scénario qui n'est pas du tout exclu. Et dans ce contexte-là, ça pourrait encore appuyer à la baisse sur les taux d'intérêt réels et encore renforcer l'intérêt de l'or. D'où l'intérêt de détenir encore de l'or en portefeuille. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un actif de toute façon de diversification qu'il faut avoir. Il faut savoir que ce sont des marchés qui peuvent bouger assez fortement, mais c'est un actif qui a l'avantage de ne pas forcément être complètement corrélé aux classes d'actifs traditionnelles. Il se comporte généralement assez bien dans les phases de correction de marché, actions par exemple assez longues. Alors je dis assez longues parce que il peut arriver, il arrive assez souvent, c'est arrivé en 2008, c'est arrivé également en 2020, que dans un premier temps, quand les marchés actions plongent, le cours de l'or plonge aussi.
c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, c'est lié au fait que les investisseurs Cherche de la liquidité. ont besoin de liquidité pour payer leurs appels de marge, pour couvrir leur position sur les actions, et donc ils liquident leur position sur l'or dans un premier temps pour récupérer de l'argent frais pour pouvoir payer ces appels de marge. Et donc ils reviennent dans un deuxième temps, c'est ce qui s'est passé en 2020. Au tout début de la crise, les cours de l'or ont baissé avant de faire un nouveau plus haut historique pendant l'été 2020. Donc, mais sur les périodes comme septembre 2008 jusqu'à mi-2009, sur 2020, vous regardez, dans un premier temps, effectivement, l'or corrige, et puis quelques mois après, il est sur des nouveaux plus hauts historiques, ou en tout cas, il rebondit d'au moins 20 ou 30%. Donc c'est vraiment un amortisseur de portefeuille, à mon sens, qui peut être utile. Alors à doser de façon parcimonieuse en fonction de votre appétence au risque, parce qu'encore une fois, ce sont des marchés qui peuvent beaucoup bouger, et on a coutume de dire que, en fonction des profils d'investisseurs, si vous êtes un investisseur prudent, on va dire que vous ne devez pas dépasser entre 2 et 4% d'exposition. Si vous avez un profil équilibré, ça va être entre 4 et 6%. Et si vous avez un profil dynamique, ça sera plutôt entre 6 et 8, 10% grand maximum. Bon, des perspectives favorables, mais quel objectif de cours? Nous, chez OFI Invest AM, on n'a jamais vraiment changé notre fusil d'épaule. On pense que le cours de l'or a le potentiel d'aller faire des nouveaux plus hauts historiques et de dépasser les 2100 $ l'once, probablement quelque part au premier trimestre 2024, parce que là, on est dans une période encore un peu incertaine, mais dès que les choses vont se clarifier sur l'évolution de la politique monétaire, notamment aux États-Unis, on pense qu'on devrait retrouver de la confiance sur le cours de l'or et on pourrait voir les prix du métal jaune dépasser les 2100 $ l'once et établir un nouveau record. Benjamin, merci beaucoup. Merci Vincent. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.